Alors, ainsi, lors d'une réunion de son conseil de sécurité, le président russe aurait déclaré que s'il y a des tentatives qui se poursuivent pour perpréter des actes terroristes sur notre territoire, les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau de menace créé pour la Fédération de Russie. D'accord. Et on a vu des opérations et même parfois des proxys ou pas, on ne le saura jamais. Mais vous avez vu les attentats qu'il y a pu y avoir également, pas très loin de Moscou. Bon, donc cela expliquerait entre autres les avertissements de Vladimir Poutine concernant l'utilisation de l'arme nucléaire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la CIA n'est plus aussi certaine qu'auparavant de la confiance en fait à accorder aux Ukrainiens. Je vous avais dit que c'était un jeu de dupes, car toutes ces actions ont eu lieu sans que l'anglais soit informé. hein. Donc l'anglais ou l'anglais, ça dépend d'où tu viens aux États-Unis et ta prononciation. Donc à l'occasion des attaques contre le pont de Kerch, la CIA s'est rendu compte que Zelensky ne contrôlait pas totalement ses services spéciaux ou ignorait certaines de leurs actions. Mais de toute façon, le président n'est pas au courant, c'est ce qui va permettre le déni plausible. D'accord. Et tu pourrais t'en mêler les pinceaux pour mentir. Donc tu n'auras pas besoin de mentir puisque tu n'es pas au courant des actions. D'accord. Déni plausible. Donc de plus, les frappes, drones, artillerie, missiles à l'intérieur de la Russie se sont intensifiées, contrairement à la condition fondamentale posée par les États-Unis pour soutenir Kiev. Cela va à la fois altérer la confiance de l'agence envers le gouvernement ukrainien et elle n'est plus tout à fait sûre de pouvoir éviter une escalade du conflit entre OTAN et Russie. Après l'attaque du Kremlin par un drone, Varsovie aurait même averti la CIA que Kiev était par nature mad dog, comme on dit dans le jargon, un chien enragé, d'accord, réfractaire à tout contrôle. En même temps, on peut les comprendre. Selon les confidences d'un responsable polonais à Newsweek, la CIA ne comprend pas la nature de l'État ukrainien et des factions téméraires qui y coexistent. Donc, dans la nuit du 4-5 avril 2024, on a une attaque massive de drones ukrainiens qui a eu lieu contre l'aéroport militaire de Morozovsk, près de Rostov-sur-le-Don, 200 km à l'intérieur du territoire russe. Selon la presse ukrainienne, cette attaque aurait permis de détruire une demi-douzaine d'avions de combat et tuer plus de 20 militaires russes. Il est évidemment très difficile de confirmer ou d'infirmer ces chiffres. Outre les cibles militaires, il semble que des infrastructures énergétiques de la base militaire auraient également été ciblées. À noter que cette attaque ukrainienne s'est produite 2 jours seulement après qu'Anthony Blinken ait précisé que les États-Unis s'opposaient à ce que l'Ukraine frappe sur le sol russe, les infrastructures énergétiques du pays. De toute façon, base militaire, tu t'attaques aux nœuds logistiques, tu t'attaques via des bombes bien spéciales aux pistes d'atterrissage, d'accord. Et puis aux hangars. Il y a des hangars parfois qui sont blindés. Et donc, voilà, il faut faire des opérations. Donc, ça me paraît normal. Déploiement des forces spéciales ukrainiennes en Afrique suscite la réserve des Occidentaux. Je vous avais dit qu'il y avait même des hackers qui étaient partis les chasser là-bas. Kiev rêve en effet de porter la guerre dans de nouveaux précarés africains de la Russie. D'accord. Et le reste, vu que les Français sont plus là, c'est les Chinois qui sont en Afrique. On leur fait un petit coucou tous. Et alors même que son armée est en difficulté sur son sol. D'accord. Donc ça a été un peu, je pense, après je suis pas dans leur tête, un peu comme la percée de Kursk. D'accord. C'était pour montrer aux Occidentaux leur capacité. Et peut-être avoir aussi ensuite des cartes à abattre en cas de négociation. D'accord. Notamment d'un peut-être pas un traité de paix, mais en tout cas un cessez-le-feu. Donc la violation par l'Ukraine des règles tacites qui ont été établies entre Moscou et Washington n'a cependant pas conduit les États-Unis à cesser leur soutien au régime de Zelensky, dont la seule intention semble d'entraîner le monde dans une troisième guerre mondiale, pour échapper aussi à son destin, à l'issue funeste qui se dessine, puisque un peu, je vous ferai le parallèle avec quoi? Avec Netanyahou, en Israël. Si c'est sa fin, c'est la fin aussi de sa carrière politique, d'accord. Et puis après, une fois que vous êtes plus en fonction, et peut-être que vous n'avez plus d'immunité parlementaire, diplomatique, présidentielle, peut-être qu'on va pouvoir s'intéresser à vous et ce que vous avez fait dans le passé. Et ça, bien sûr, je pense qu'aucun des deux ne veulent qu'on s'intéresse trop à ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a des petits détails croustillants. Mais
j'en parlerai pas. Donc, dans une interview, Asie Economist, le président ukrainien a d'ailleurs proféré une menace à peine voilée à l'encontre des pays européens qui accueillent des milliers de réfugiés ukrainiens si leur soutien venait à se réduire. Il a déclaré que les réfugiés étaient jusqu'ici, s'étaient bien comportés et qu'ils étaient reconnaissants. Mais c'est peut-être aussi quoi? Tu viens de faire rentrer un cheval de Troie, mais t'es trop con, tu l'as pas compris. Et si jamais le pays s'écroulait, il aurait aucun moyen de prédire comment ils réagiraient, d'accord, à l'abandon de leur pays par les Occidentaux. Donc fais gaffe, les Ukrainiens, la communauté ukrainienne que tu as chez toi, dans tous ces beaux pays européens, peut-être que, voilà, ils pourraient mener des actions plus tard sur notre sol. Ah bah ouais, mais bon, il fallait réfléchir, c'est pas moi. Il se reconnaîtra, on lui passe un petit coucou. Merci à toi, c'est pas moi. Donc, les règles qui engagent les alliés de l'Amérique. Eh oui, ça devient compliqué, c'est une guerre hybride. Bon, la CIA n'est pas la seule à aider les services ukrainiens à conduire les actions dans le Donbass, en Russie. D'autres pays européens ont mis en place des cellules opérationnelles qui apportent également leur soutien au UR, au SBU. On a un journaliste américain et ancien membre des forces spéciales, Jack Murphy, qui rapporte sur son site que la CIA a conduit une partie de ses actions de sabotage en utilisant un service spécial d'un pays allié membre de l'OTAN, afin de pouvoir démentir toute responsabilité, on en revient au déni plausible, en cas d'incident. Comme par exemple la capture d'un opérateur. D'accord? Donc ce pays qui n'est pas formellement identifié serait un allié très proche des États-Unis. Je vous laisse chercher. Donc, l'implication des services aussi britanniques, d'accord? Je vous avais parlé. Force spéciale, MI6. Cette définition laisse à penser qu'il s'agit très vraisemblablement des Britanniques, d'accord? En effet, ce sont les alliés les plus proches de Washington, au sein de l'OTAN. La CIA et le MI6 ont une longue expérience. Je vous rappellerai les accords UKSA après-guerre, d'accord? C'est là que tout a commencé. Et au début, avant qu'il y ait les Five Eyes, il y a eu d'abord les Two Eyes et les deux yeux. Les deux yeux, c'est l'Angleterre et les États-Unis. Et c'est assez marrant si on connaît un petit peu l'histoire réciproque de ces deux pays qui se sont fait la guerre pendant un certain temps. D'accord? Mais le monde du renseignement est à part. Ça fait partie de l'État profond. Donc la CIA, le MI6, je vous disais, grande expérience de collaboration, de sous-traitance au niveau des forces spéciales aussi. Notamment les forces spéciales britanniques, SAS, SBS, d'accord, qui sont entraînées pour ce type de mission. D'accord? On a les Royal Marines aussi. Donc là, on va parler un petit peu du général Robert McGowan, qui est le commandant DRM et qui va être affecté à l'état-major des forces britanniques, qui déclare décembre 2022 que des membres de son ancienne unité ont soutenu des opérations discrète en Ukraine, dans un environnement extrêmement sensible et avec un haut niveau de risque politique et militaire. Mais c'est pour ça qu'on envoie les forces spéciales, puisqu'elles seront rodées à ce type d'exercice. Alors cet aveu peut laisser entendre que les missions confiées sont allées très loin. Il a également été confirmé par des membres des services français que les SAS étaient présents, SAS, SAS, tu dis comme tu veux, ont été présents en Ukraine depuis le début de la guerre, d'accord? Mais bon, c'est pas trop surprenant. Donc, sous la direction du MI6, les SAS ont ainsi sélectionné une centaine d'Ukrainiens issus du SBU du UR, disposant d'une solide expérience du combat. Ils les ont formés aux actions commando, d'accord? Sabotage des infras dans les pays africains, élimination des dirigeants africains favorables à la coopération avec la Russie. Ça pourrait être une opération qui a pu être montée. Cette unité a été renvoyée aussi en Afrique pour contrecarrer la coopération de plusieurs États avec la Russie et les PMC, vous le savez, groupe Wagner. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Mozart, d'accord? Mozart, Wagner, je t'ai dit, c'est pas de la musique classique, c'est des SMP. Donc des PMC en anglais, Private Military Corporation et Blackwater, mais ça, l'utilisation de mercenaires depuis la nuit des temps, les Suisses, je te rappellerai, ce petit pays qui était composé essentiellement de paysans, il y a eu les gardes suisses pour le Vatican, donc ça remonte à très longtemps, le mercenariat, d'accord, ça a toujours existé. D'accord? Et en plus, certaines armées ne peuvent plus s'en passer. On verra notamment les Américains, d'accord? Sur différents théâtres d'opération. Mais là, c'est moi qui parle. Revenons à ce que disait De Nessé. Alors,
C'est ce qu'a déclaré une source à l'agence de presse russe, Sputnik. Le service de renseignement britannique MI6 a formé et préparé pour le déploiement sur le continent un détachement de sabotage composé de militants de formations nationalistes et néo-nazis ukrainiennes pour contrecarrer le développement de la coopération entre les pays africains et la Russie. L'implication du Royaume-Uni dans la guerre secrète contre la Russie n'est guère surprenante en fait. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Moscou est considéré par Londres comme son principal ennemi. D'accord. Et vous savez ce qui s'est passé dernièrement. Mais reprenons. Les Britanniques restent marqués par les attaques perpétrées par quoi? Par le GRU, d'accord? Ou le FSB, d'accord? Quoi? Il y a eu des services russes avec des armes radioactives sur leur sol, d'accord? Litvinenko, je vous en ai parlé, qui a travaillé pour le FSB, si je dis pas de bêtises. Et aussi, je vous ai dit les connexions poreuses entre la mafia russe, d'accord, les oligarques, entre le maire de Saint-Pétersbourg qui a formé, d'accord, qui? Vladimir Poutine, d'accord, quand il était très jeune, d'accord. Allez lire tous les livres de Litvinenko, et Skripal, affaire Skripal, on a empoisonné lui et sa fille. D'accord. Entretient traditionnellement des liens assez étroits avec les pays d'Europe de l'Est, frontaliers de la Russie, la Pologne, les États baltes. On avait cette porosité aussi pendant la guerre froide. Certains pays étaient spécialisés d'ailleurs dans la propagande, d'accord, dans la guerre de l'information. Et ça, c'était bien avant Internet. Certains pays, Roumanie, Tchéquie, Tchécoslovaquie, certains pays qui ont évolué aussi, d'accord. Mais voilà, on récupère des parties du puzzle et de certaines fondations qui existent historiquement depuis la guerre froide. Surtout Londres n'a pas grand-chose à craindre de Moscou. On a la Hongrie aussi. Regarde la Hongrie en guerre psychologique et en narratif, en guerre de l'information. Je crois que la Hongrie, ils n'étaient pas mauvais, mais je peux me tromper. Et en tout cas, beaucoup moins que les États-Unis, d'accord. Et puis la Grande-Bretagne est en outre suffisamment éloignée de la Russie pour ne pas avoir à craindre des frappes de missiles balistiques conventionnels. Mais je rappellerai qu'il y a l'enclave de Kaliningrad. Alors, ça pourrait changer la donne. Mais il serait en effet difficile pour les Russes de frapper les îles britanniques sans provoquer une escalade vers un conflit de grande ampleur, naturellement. D'accord. Donc c'est d'excellentes raisons pour que les Américains sous-traitent une partie des actions les plus agressive, d'accord, de subversion contre Moscou au profit du MI6, d'accord, sans en avoir apporté la responsabilité et subir des représailles de la Russie si les choses tournaient mal, d'accord. Mais c'est tout le temps ça, je peux pas espionner mes propres citoyens, donc je vais demander à d'autres agences de le faire à ma place. Et ces mêmes agences vont demander à mes services d'aller espionner leurs citoyens, d'accord. Et puis comme ça, pas vu, pas pris. On fait ce qu'on veut, mais on respecte tout le temps la loi. Elle est bien bonne. Donc, transparence et double jeu à l'égard de Moscou. Compte tenu de l'ampleur de l'assistance apportée par la CIA à l'Ukraine et des opérations menées par l'agence, il paraît quelque peu difficile de croire qu'elle n'est pas dans une logique résolument agressive à l'égard de Moscou. D'autant que nous n'avons pas connaissance des autres opérations qu'elle a pu conduire contre la Russie ailleurs dans le monde. Donc c'est des arguments selon lesquels elle tente de contrôler tout dérapage éventuel du conflit. Certes, s'ils ne peuvent pas être catégoriquement rejetés, doivent cependant être mises en doute, toutes ces actions, toutes ces conduites, et de l'utilisation qui est faite en fait, l'argument qui est apporté par les Ukrainiens qui échappe en partie à son contrôle et des missions qui sont sous-traitées au service britannique, lequel comme toujours sert d'auxiliaire principal à la CIA. Donc vous voyez, c'est ce jeu de dupes, de manipulation et le principe de façon compartimentation de l'information, qui a la vérité, qui sait quoi, ça devient de plus en plus compliqué, d'accord. On a une nébuleuse et après si tu veux rentrer dans les détails, ça va être très compliqué pour comprendre qui a fait quoi, mais c'est normal, c'est le monde du renseignement. Donc, d'autant que certaines contradictions entre le discours des politiques et celui de l'agence existent. Encore une fois, il peut y avoir des divergences au sein des différentes agences. Il peut y avoir aussi des divergences entre les différentes agences de renseignement et après le président, d'accord, le Congrès, d'accord, le secrétaire d'État. D'accord. Et le département d'État. Là, on a Matthew Miller qui dit que en fin février 2024,
lors de l'une de ses interventions, qui répète que nous n'envoyons pas de militaires en Ukraine. Le président américain Joe Biden l'a fait comprendre très clairement. D'accord? Mais comme la CIA fait partie de l'État profond, parfois le président donne des ordres, et des ordres qui sont respectés ou pas par certaines agences. Faut bien le comprendre. Hein, et je vous redirige vers les dissensions qu'il y a pu y avoir avec JFK, d'accord, John Fitzgerald Kennedy et la CIA, notamment avec la baie des cochons, avec l'opération Northwood. Je vous avais expliqué, prendre des avions avec false flag, avec des étudiants, d'accord, voler sous les radars, sous la couverture radar, d'accord, arriver sur une base militaire de la CIA, bien sûr, renvoyer tous ces étudiants au pays, d'accord, reprendre l'avion avec des cellules de la CIA, des agents, voler près des côtes de Cuba, faire exploser l'avion une fois que toutes les unités et les agents de la CIA se seraient parachutés du dit avion. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On attaque Castro et on dit, écoutez, regardez, ils ont descendu un avion américain qui était bourré d'étudiants. Projet Northwood. Voilà, c'était un des plans qui était étudié par la CIA. Donc encore une fois, quand Kennedy a appris tout ça, il s'est mis à dos une bonne partie de la CIA, puisque lui et son frère leur ont toujours tenu tête. Et ça pourrait expliquer ensuite son assassinat. J'en dis pas plus. Moi, je suis pas dans le secret des dieux. D'accord? Mais encore une fois, à l'époque, on disait, regardez, c'est les Russes. Et vous voyez que c'est bien plus compliqué. De toute façon, je vous mettrai une chaîne d'un historien, un universitaire qui s'intéresse à toutes ces problématiques. Et vous verrez que c'est plus compliqué. Parfois même, on parle du milieu corse. D'accord? Et on remonte jusqu'à la French Connection. D'accord? Qui aurait permis d'alimenter Iron Contra. D'accord? Je vous redirige vers la commission Church dans les années 70. Voilà, si vous voulez comprendre l'underworld, le monde invisible, un souterrain, du renseignement. Mais revenons à nos moutons, comme dirait l'autre. William Burns a exhorté depuis mars 2024 les sénateurs à poursuivre l'assistance militaire à Kiev, afin que l'Ukraine soit en mesure de frapper la Crimée, d'entamer une nouvelle offensive fin 2024 dans le but d'occuper une position plus avantageuse en vue des futures négociations avec la Russie. Les appels de M. Burns ne sont rien d'autre qu'une incitation à l'escalade, a commenté le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Et Burns, chez les Simpsons, rappelle-toi, c'est le méchant. Donc, le 2 avril, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, à l'issue d'une réunion à Paris avec son homologue français, a déclaré « Nous avons considéré et considérons que notre politique consiste à faire tout notre possible pour aider l'Ukraine à se défendre contre cette agression russe. Dans le même temps, nous ne soutenons ni nous n'approuvons des frappes ukrainiennes en dehors de son territoire. Dès lors, où est la réalité ? S'agit-il d'annonces politiques, d'un double jeu de Washington à l'égard de Moscou? On pousse également un narratif, d'accord? On travaille sur le champ informationnel, politico-décisionnel. Donc il est difficile de trancher, mais n'oublions pas que l'agence américaine est experte en mensonges et en déception. C'est leur métier. Sabotage de Nord Stream, une opération de la CIA. Je sais pas, d'accord. Les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie et l'Allemagne s'étendent côte à côte sur plus de 1200 km sous la mer Baltique et sont séparés d'un peu plus d'1 kilomètre. Nord Stream 1, construit par l'entreprise d'État Gazprom. Alors je rappellerai aussi, pour le contexte, Gazprom a été récupéré par Poutine, d'accord. Il a dégagé tous les oligarques et Gazprom, c'est aussi une société écran de certains services de renseignement russes, et aussi Gazprom, une bonne partie est détenue par Poutine, d'accord, juste pour le contexte quand même. Donc les groupes allemands Wintershall, E.ON, Ruhrgas, donc gaz de la Ruhr, qui est cette région en Allemagne, l'entreprise française Engie et la société néerlandaise Gazuni, d'accord, qui est entrée en service en 2012 et qui a cheminé chaque année, avant le sabotage, 110 milliards de mètres cubes de gaz naturel à destination de l'Allemagne. Nord Stream 2 devait doubler en fait cette capacité et fournir plus de 50% de la consommation annuelle de Berlin. Alors, toutefois, ce second gazoduc a été beaucoup plus controversé. Ça a pris beaucoup de temps et il y a eu de nombreux problèmes, notamment diplomatiques.
Les États-Unis et de nombreux États membres de l'UE ont demandé à Berlin de mettre un terme au projet par crainte d'une dépendance énergétique accrue vis-à-vis de la Russie. Mais c'était tout le plan, en fait, de l'Allemagne, d'accord? Avoir ce besoin énergétique russe, et vous avez bien compris que là j'anticipe avec ce que va dire l'auteur. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a saboté tout ça, et nous, on est devenu, l'Europe, mais surtout l'Allemagne, est devenue dépendante, d'accord, du gaz gélifié, qui est amené du coup quoi, comme le pétrole, qui est amené maintenant par les Américains. Donc les Américains avaient tout intérêt également, hein, à ce que ces gazoducs, il y ait des problèmes. Mais j'en dirai pas plus, d'accord? Donc, l'Allemagne a finalement décidé de suspendre la certification de Nord Stream 2 en février 2022, peu avant l'invasion russe, en raison de la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des provinces de Lugansk et de Donetsk. Les deux gazoducs du système Nord Stream ont été sabotés en mer Baltique le 26 septembre 2022. Sabotage qui fait aucun doute, hein, puisqu'on avait 4 fuites qui ont été détectées. Vous avez tous vu les images au même endroit, à la suite de 2 explosions qui ont été ressenties. On a des sismographes un peu partout, d'accord, localisés dans les eaux internationales, et on a l'Akint, hein, tu sais que on a des balises sous l'eau, hein, qui permettent de repérer certains peut-être sous-marins, d'accord, depuis la guerre froide. D'accord. Et donc, voilà, encore une fois, sur l'échelle de Richter, j'avais l'impression que ça correspond à telle ou telle quantité d'explosifs. Mais c'est pas mon métier, hein, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. D'accord. Donc, au large de l'île danoise de Bornholm aussi, hein. À cette époque, Moscou avait déjà cessé de livrer du gaz, Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui n'étaient pas encore entrés en service. D'accord. Donc, on a une enquête de Gazprom rendue publique, hein, le 1er novembre 2022, une des explosions dont la puissance est équivalente à une charge de 700 kg d'explosifs. Hein. Donc là, tu as bien compris que quand on te raconte que ces 2 mecs avec leur couteau et leur bite, tu sais, dans un petit bateau, un petit voilier, qui ont déchargé 700 kilos d'explosifs à plusieurs, centaines, je sais pas, 40 mètres sous l'eau. Ah calcul, hein, 40 mètres. Je sais pas. Donc voilà, encore une fois, la profondeur. D'accord. 700 kilos d'explosifs tout seul. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Donc ça a provoqué la destruction du gazoduc sur 250 mètres de longueur. Ah ouais, quand même. Une canalisation de 40 mètres de long a été arrachée, pliée à 90 degrés par la projection, hein, et projetée vers l'autre gazoduc. Donc des cratères de 3 à 5 mètres de profondeur ont été laissés par les explosions. Donc t'imagines bien que c'est pas Toto avec son couteau et sa bite. Alors, diverses hypothèses ont été formulées quant à la responsabilité de ce sabotage. La Russie, hein, ça a été le premier truc. Ensuite l'Ukraine, ensuite la Pologne, ensuite les États-Unis, hein, ont été notamment soupçonnés, sans que, naturellement, il y ait des preuves qui puissent être apportées. Hein, on a des faisceaux de quoi? D'indices, peut-être, hein, de théories. De théories, à défaut d'éléments probants permettant d'imputer la responsabilité d'un tel acte de guerre à l'un ou l'autre État, il est quand même intéressant d'étudier à qui profite ce sabotage, hein, à qui profite le crime, se pose la question, l'inspecteur. Alors, depuis plusieurs années, les craintes de Washington étaient que l'Allemagne et l'Europe occidentale deviennent dépendantes du gaz naturel à bas prix, hein, fourni par la Russie, ce qui aurait considérablement réduit l'emprise que les États-Unis avaient sur elle. Hein. Nord Stream 1 était donc considéré comme dangereux par l'OTAN et Washington, mais Nord Stream 2, qui aurait permis de doubler le volume fourni, l'était encore plus. L'opposition américaine à Nord Stream 2 s'est accrue avec l'élection de Joe Biden, hein, en janvier 2001, lorsque les républicains du Sénat, emmenés par Ted Cruz, hein, qui est représentant du Texas, ont évoqué à plusieurs reprises la menace que représentait le gazoduc, hein, notamment lors de l'audition de confirmation d'Anthony Blinken au poste de secrétaire d'État. Toutefois, en mai 2021, l'administration Biden a renoncé aux sanctions contre Nord Stream, les jugeant peu efficace. Cependant, le 27 janvier 2022, la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland, hein, annonce lors d'une conférence de presse: si la Russie envahit l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, Nord Stream n'ira pas de l'avant. Hein. Puis il y avait eu ces leaks où elle avait dit, hein, c'est là qu'on voit comment les États-Unis apprécient leurs partenaires européens. Elle avait dit, de toute façon, les Européens qu'ils aillent se faire, je dirais pas le mot. Donc de même, hein, le 7 février 2022, moins de 3 semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Joe Biden, recevant le chancelier allemand, notre Olaf Scholz, hein, qui va remplacer Merkel,
et à la Maison-Blanche qui va lui déclarer sans ambiguïté si la Russie attaque, il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous y mettrons fin, d'accord. Et puis, je rappellerai, il y a les rushs de toute façon, et un journaliste lui pose la question. Après avoir fait pression en vain afin d'empêcher la construction des deux gazoducs, les États-Unis restaient déterminés à mettre un terme à ce projet nuisant à leur intérêt à la fois politique et économique. Ils sont d'ailleurs les principaux bénéficiaires du sabotage, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à la suite de la rupture de leur approvisionnement en gaz provenant de la Russie, les pays européens ont été obligés de se tourner en grande partie vers le gaz naturel liquéfié, le GNL américain, bien plus cher. Ce surcroît énergétique a précipité l'effondrement de l'industrie européenne, notamment allemande. Certaines entreprises, grandes consommatrices énergétiques, ont ainsi dû se délocaliser aux États-Unis afin de bénéficier du prix du gaz bien plus attractif. Alors, Seymour Hersh, ce journaliste, qui a décrit le scénario de l'opération, selon lui. Je vous rappellerai que il est respecté et crédible. C'est l'un des journalistes qui avait travaillé à l'époque sur le Watergate. Nixon, un petit coucou pour les gens les plus érudits qui connaissent un petit peu l'histoire américaine. Donc, Seymour Hersh, des armes et puis un pied dans la communauté du renseignement, qui a donné, lui, février 2023, une version très précise de la manière dont s'était déroulé le sabotage des pipelines. Donc, bien que cela a été présenté, elle a été présentée comme fantaisiste par les autorités américaines, le niveau de détail qu'elle apporte ne peut pas être inventé. Elle a toutes les chances d'être juste. Mais encore une fois, on voit le narratif qui a été poussé et comment certains pays ont rétropédalé, notamment l'Allemagne et d'autres. Donc Hersh raconte dans son article que la décision de saboter les oléoducs a été prise par la Maison-Blanche après plus de 9 mois de débats très secrets entre les responsables de la sécurité nationale et de la politique extérieure, étrangère, comme on dit. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et Tony Blinken, le secrétaire d'État. On a notre Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État à la politique, William Burns, le directeur de la CIA, qui vont discuter sur ce sujet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en décembre 2021, il met sur pied un groupe de travail composé de représentants de l'état-major interarmé, de la CIA, du département d'État et du département du Trésor. Les composantes critiques qui vont permettre de formuler ces propositions de destruction des deux gazoducs, conformément au souhait du président. La CIA a créé une cellule dédiée afin de répondre à cette demande. Début 2022, ses membres ont commencé à élaborer le plan d'une opération secrète, vous l'avez compris, prévoyant d'utiliser des plongeurs, des hommes grenouilles, pour placer des explosifs sur les gazoducs. Mais ce que je te disais en préambule, 700 kilos d'explosifs, ils se étaient pas deux, je pense pas. La Norvège était le lieu idéal pour organiser la mission. S'y trouvait en effet une base sous-marine américaine, à partir de laquelle l'US Navy travaillait en étroite collaboration avec la marine norvégienne, pour surveiller les installations militaires et nucléaires russes situées sur la péninsule de Kola, qui a été utilisée avec certains sous-marins pendant la guerre froide. Pareil, un lieu très connu des différents experts, ce que je ne suis pas. De plus, les Norvégiens détestaient les Russes et leur marine comptait dans ses rangs des plongeurs expérimentés, spécialistes de la plongée profonde sur des installations de forage en haute mer. On va utiliser ce qu'on appelle du trimix, mélange ternaire, 3 gaz, dioxygène O2, hélium et diazote. Et puis après, on va partir sur de l'hélium pur pour des plongées plus profondes. Mais je suis pas sûr. D'accord? C'est pas mon métier, je suis informaticien. Donc des plongeurs expérimentés spécialistes de la plongée profonde sur des installations de forage en haute mer. Ils vont descendre dans des cloches d'ailleurs, des habitats comme on les appelle. Et puis après, ça va permettre soit de installer les têtes de forage en eau profonde, soit de stabiliser. Enfin, Oslo avait elle-même intérêt à ce sabotage. La destruction de Nord Stream lui permettait de vendre une plus grande quantité de son propre gaz naturel à l'Europe. Donc on voit toutes les parties qui avaient tout intérêt à ce que ça se fasse. Donc en mars 2022, plusieurs membres de la CIA se rendirent en Norvège afin de rencontrer les services spéciaux et la marine norvégienne afin de déterminer quel était l'endroit le plus propice afin de réaliser le sabotage. Donc on a la Norsk Marine qui leur désigna alors rapidement la zone située à quelques kilomètres de l'île de Bornholm, au large du Danemark.
À cet endroit, les eaux de la Baltique sont peu profondes, 80 mètres, hein, donc avec du trimix, triox, ceci, cela, je pense que c'est faisable. Et ne connaissez pas des grands courants de marée, hein, ce qui aurait pu rendre la tâche des plongeurs beaucoup plus difficile, hein, puisqu'il y a des courants très puissants dans ces eaux-là, il paraîtrait. Donc ces derniers, hein, devaient opérer à partir d'un chasseur de mines norvégien et placer les explosifs, hein, du C4. Alors, s'il y a du C4, il y a du C1, du C2 et du C3, hein, généralement utilisé dans les missions antiterroristes. Le C2, le C3, je t'avais parlé des Breaching Entry, C2, C3, ça va être utilisé par le SWAT et d'autres unités, hein, antiterroristes pour faire péter des portes, notamment. Le C4 est plus puissant. D'accord? Donc, 4 pipelines avec des couvercles de protection en béton. Ah, ok. Bah, il fallait agir dans le plus grand secret. Et toute activité navale inhabituelle à proximité de l'île de Bornholm risquait d'attirer l'attention des marines suédoises et danoises, hein. Bornholm, c'est un peu un croisement entre différentes marines, marine marchande, marine commerciale et marine militaire. Les Norvégiens ont alors proposé de profiter d'exercices annuels de l'OTAN, hein, en mer. On a le BALTOPS, Baltic Operation, pour poser les explosifs sans que leurs actions soient décelées, hein. Encore une fois, ils vont se fondre dans le bruit. Alors, les Américains sont donc convaincus que des planificateurs de la 6e flotte vont ajouter au programme des exercices, hein, des exercices de déminage qui se dérouleraient au large de Bornholm et impliqueraient diverses équipes de plongeurs de l'OTAN. Donc c'est la parfaite couverture, une couverture ingénieuse et des explosifs, hein, qui furent ainsi déposés sur les deux gazoducs sans que quiconque le remarque. Toutefois, la Maison-Blanche craignait qu'une explosion ayant lieu quelques jours après la fin de l'opération Baltops, enfin de l'entraînement, soit la preuve, hein, que l'Amérique était impliquée. Donc il fut décidé que le C4 fixé au pipeline ne serait déclenché que plusieurs mois plus tard, d'accord, pour avoir cette possibilité de déni plausible. Un dispositif spécifique de mise à feu fut donc conçu, hein, qui serait activé par une bouée sonar larguée par un aéronef, d'accord. Ça va envoyer des impulsions sonores et ça va être réceptionné par un récepteur et ça va déclencher la charge. 3 mois plus tard, le 26 septembre 2022, on a un avion Poséidon, hein, le P-8, qui est utilisé dans pas mal de marines, qui est un avion de reconnaissance et qui est un avion également de lutte anti-sous-marine de la marine norvégienne, hein, qui effectue apparemment un vol de routine au-dessus de la Baltique et qui va larguer cette fameuse bouée sonar à proximité de Bornholm. Le signal se propage sous l'eau, hein. Vous savez qu'on a une propagation des signaux sous l'eau aussi, hein, c'est possible. C'est comme ça que les sonars fonctionnent, et pas que. Je vous parlais de l'Akint, hein, c'est cette capacité d'intelligence des signaux, mais pas dans l'air, pas dans l'espace, sous l'eau. D'accord? Alors, d'abord, le signal va se propager vers Nord Stream 2, puis Nord Stream 1, et quelques heures plus tard, les explosifs, Mirror Service 3 des 4 pipelines. L'administration Biden venait de commettre le plus grand acte de sabotage industriel depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, qui plus est contre un allié, l'Allemagne. Donc c'est là que ça devient un petit peu intriguant. Donc, pendant toute la durée de la planification de l'opération, de nombreuses résistances eurent cependant lieu. On a une source de Hersch, le journaliste, qui rapporte que certains collaborateurs de la CIA et du département d'État disaient « Ne faites pas ça, c'est stupide, ça sera un cauchemar politique si cela se sait. » Et les cons, ils avaient bien raison. Donc, des réactions suite au sabotage, hein. Immédiatement après le sabotage des gazoducs, les médias américains ont désigné la Russie comme coupable probable, encouragé par des confidences de la Maison-Blanche, mais sans aucune justification crédible qui soit avancée pour justifier un tel acte d'auto-sabotage, hein. C'est vrai que ça paraissait sacrément ridicule, pour lequel Moscou en plus mettrait un terme à une partie de ses lucratives exportations de gaz. Mais bon, missile informationnel, c'est parti. Dès que la mise hors service de Nord Stream a été connue, le ministre des Affaires polonais, on a Roslo Sikorski, qui a tweeté « Merci l'Amérique ». Ah merde, je crois qu'il a effacé son message quelques jours après. Donc quelques jours plus tard, le 4 octobre 2022, interrogé lors d'une conférence de presse sur les conséquences de l'aggravation de la crise énergétique en Europe que le sabotage provoquait, Anthony Blinken déclara « C'est une formidable occasion de supprimer une fois pour toutes les dépendances à l'égard de l'énergie russe et donc d'empêcher Vladimir Poutine d'utiliser l'énergie comme arme pour faire avancer ses desseins impérieux. Cela ouvre d'énormes perspectives stratégiques pour
les années à venir. Et là, je tiens à dire, pour nous Français, je vous ai parlé d'Engie, hein, on a placé des billes. Donc, c'est des pertes sèches à la fois pour la France et bah, qui sort gagnant de tout ça? Les Norvégiens qui vendent leur gaz et les Américains avec leur gaz gélifié. D'accord? Donc, pas de fumée sans feu. De même, fin janvier 2023, lors d'une audition de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, on a notre chère Victoria Nuland qui se félicite de la destruction des oléoducs. Hein. Ils sont tout contents et Ted Cruz va s'exprimer en ces termes. Comme vous, je pense que l'administration est très satisfaite de savoir que Nord Stream 2 est maintenant un morceau de métal au fond de la mer. De son côté, le Kremlin accuse le Royaume-Uni d'être à l'origine des explosions. Nos services de renseignement disposent de preuves suggérant que l'attaque contre Nord Stream 1 et 2 a été dirigée et coordonnée par des spécialistes militaires britanniques. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de te dire. Et on a le porte-parole de la présidence russe, vous connaissez, Dmitri Peskov, qui n'apportera pas de preuves tangibles pour autant. D'accord? Donc, encore une fois, là, on rentre dans le champ informationnel, dans la guerre informationnelle, et chacun essaye de tirer profit de la situation. En retour, le ministère de la Défense britannique dénonce de fausses affirmations de Moscou destinées, selon lui, à détourner l'attention, ce qui est peut-être vrai aussi. Donc, lors d'une conférence de presse, un journaliste demande au conseiller de la sécurité nationale, Jack Sullivan, ce qu'il pensa des déclarations selon lesquelles les États-Unis seraient responsables de ces sabotages. Sullivan lui répond que cette assertion est totalement fausse. Les Russes savent que c'est faux, mais bien entendu, cela fait partie de leur cahier des charges. Interrogé à son tour sur la version présentée par Seymour Hersh, Adrienne Watson, porte-parole de la Maison-Blanche, répond par courriel « C'est faux et c'est de la pure fiction ». Pulp Fiction. Tammy Thorpe, porte-parole de la CIA, qui va rajouter cette affirmation est complètement et totalement fausse. Et des médias danois rapportent alors qu'un navire russe spécialisé dans les opérations sous-marines a été photographié près de la zone du sabotage peu avant les explosions. C'est alors que l'hypothèse d'une responsabilité ukrainienne a commencé à être diffusée. Donc, brouillard de la guerre, fait exprès. Et peut-être que les Russes aussi se disaient pourquoi il y avait un bateau de chez eux, parce que il y avait peut-être des bateaux de chez nous qui se baladaient, d'accord? Donc ils se doutaient qu'il y avait peut-être une opération qui allait être montée. Mais ça, c'est des hypothèses de ma part. Encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, ça se saurait. Donc le contre-feu, à la fois des services extérieurs allemands, le BND et de la CIA. Peu après le sabotage, la CIA aurait informé les services belges que Kiev pourrait être à l'origine du sabotage. On a un article le 7 mars dans le NYT, le New York Times, qui parle d'un officiel américain, anonyme naturellement, qui affirme que de nouveaux renseignements suggèrent qu'un groupe pro-ukrainien pourrait avoir été impliqué dans la destruction de l'oléoduc. Un article en ligne également le même jour dans Die Zeit, qui rapporte également que des enquêteurs allemands ont trouvé un voilier de luxe, l'Andromède, ayant appareillé le 6 septembre du port allemand de Rostock pour naviguer devant l'île de Bornholm. Le yacht a été loué à des Ukrainiens et comprenait une équipe de 6 personnes, un capitaine, 2 plongeurs, 2 aides-plongeurs et un médecin. Les policiers découvrent que des faux passeports ont été utilisés pour la location. Et je crois qu'il y a quelqu'un de l'armée ukrainienne qui a été jugé à ce sujet. Alors, est-ce qu'il sert de fusible dans cette histoire aussi? Ça permet de dire, écoutez, oui, c'était les Ukrainiens. Et puis comme ça, on ne parle pas de toutes les implications de différents pays de l'OTAN, soyons clairs. D'accord? Et puis, de toute façon, deux plongeurs, 2 aides-plongeurs, ça suffit pas pour déplacer 700 kilos d'explosifs. Mais c'est pas mon métier. Mais je crois qu'il y a des gens du milieu qui se sont posés la même question. Alors, Die Welt précise aussi que le yacht a été rendu à la société polonaise qui l'avait loué, un non nettoyé, permettant aux enquêteurs allemands de découvrir des traces d'explosifs sur une table de la cabine et de passeports ukrainiens frauduleux laissés sur le yacht. Donc encore une fois, est-ce que c'est fait à dessein? Mais j'aurais l'impression qu'on est en train d'intoxiquer le grand public, et finalement ce yacht, c'est que l'arbre qui cache la forêt, c'est le petit os à ronger pour les enquêteurs, pour les journalistes, parce que des gens de l'armée pensent que cette piste n'est pas du tout crédible. Là, c'est moi qui parle. Reprenons.
Un suspect est même évoqué. On a Roman Chervinsky, un commandant des forces spéciales ukrainiennes qui est soupçonné d'être le coordinateur du sabotage. Je vous ai dit, moi je pense qu'il a servi de fusible, c'est tout, ni plus ni moins. Une opération qui aurait été conçue par, naturellement, Vladimir Zelensky, peut-être dans son ignorance, on ne saura jamais, mais l'intéressé nie tout rôle dans cette affaire après 2 journaux par l'intermédiaire de son avocat. En créant une histoire de plongeur en haute mer et d'un équipage qui n'existait pas, la CIA suit un protocole précis. Elle communique au BND. On commence à rentrer dans l'intoxication entre différents services. Le service de renseignement fédéral allemand, qui la reprend, qui la vend à son tour à l'hebdomadaire le plus lu du pays. Donc, missile informationnel distribué par des agences de renseignement. Ça fait plus de 2 ans que je t'explique que ça fonctionne comme ça. Donc, il s'agissait d'une fabrication totale par les services de renseignement américains qui aurait été transmise aux Allemands et qui visait à discréditer toute cette histoire. Donc là, c'est un des membres des services américains qui va parler aux journalistes, Seymour Hersh. Donc cette tentative de rejeter la faute sur l'Ukraine fait alors bondir Kiev. On a Mikhail Podolyak, qui est le conseiller du président Zelensky, qui accuse New York Times et Deep Site de répandre des théories complotistes. Ils sont peut-être pris dans le feu eux-mêmes, et affirment que son pays est bien incapable de mener une telle opération sans aide extérieure, d'autant plus que l'Ukraine n'a pas de côte sur la mer Baltique. À son tour, le 7 avril 2023, Zelensky déclare « Je pense que notre armée et nos services de renseignement n'ont rien fait de tel. Sinon, j'aimerais voir des preuves. » Donc encore une fois, on ne sait plus quoi penser. Et l'intoxication a marché, d'accord ? Puisque tu peux pas démêler le vrai du faux. D'accord ? C'est que ça a marché. L'opération d'intoxication a marché, notamment du grand public. Tout navigateur sérieux sait qu'on ne peut pas ancrer un voilier dans des eaux de 80 mètres de profondeur avec des courants assez puissants, ou pas, ça dépend où. Qu'il n'est pas simple de louer un yacht coûteux avec de faux passeports, de surcroît. Comme le rappelle Hersh, il faut soit accepter un capitaine fourni par le loueur ou le propriétaire du yacht, soit venir avec un capitaine muni d'un certificat de compétence, comme l'exige le droit maritime. De même, la plongée à cette profondeur nécessite l'utilisation d'un mélange spécial de gaz. Je crois que je t'en ai parlé. Enfin, une question essentielle se pose. Comment cet équipage a-t-il pu localiser les pipelines au fond de la mer Baltique ? Il ne figure pas sur les cartes. Ah ouais, ça demande du renseignement. La réalisation d'un tel acte ne semble être qu'à la portée d'un État disposant de moyens navals appropriés. Donc, tout cela sans le montage pour détourner les soupçons du vrai coupable et brouiller les pistes. Bah ouais, c'est le but. Donc pourtant, cette version continue d'être diffusée dans les médias. Alors là, encore une fois, est-ce que la vérité est dans les médias ? Pose-toi la question, mon copain. Je te laisse réfléchir 2 secondes. Le 6 juin 2023, le Washington Post écrit que le renseignement militaire néerlandais, c'est le MIVD, M-I-V-D, avertit la CIA d'un projet ukrainien pour faire sauter le gazoduc Nord Stream 3 mois avant que des explosions l'endommagent. L'ouvrage sous-marin on aurait appris également qu'il y a des plongeurs qui ont participé à l'attaque, d'accord, qui révèlent du commandement des forces armées ukrainiennes, d'accord. L'agence aurait exhorté Kiev à ne pas suivre l'opération. Interrogée à ce sujet, la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, refuse de commenter. Je ne ferai aucun commentaire. Donc, c'est pareil. Ça a, encore une fois, plein de faisceaux de preuves, mais créés de toutes pièces, d'accord. Donc, dur de savoir qui a fait quoi. Et c'est normal, c'est le but recherché. Donc le 10 juin, c'est au tour du média belge des Dejid, je sais pas comment on prononce, je parle pas flamand, vous m'excuserez, je comprends que le wallon, et qui va rapporter que des sources proches du dossier, que plusieurs agences de renseignement, dont le service général de renseignement de la sécurité, qu'on appelle le SGRS belge, auraient reçu des informations de la CIA selon lesquelles l'Ukraine aurait été responsable du sabotage. Le ministre de la Défense, Ludivine de Donder, ne souhaite pas non plus commenter les révélations du journal. D'accord, le même jour, on a le Wall Street Journal qui rapporte que les attaques auraient été planifiées en Pologne. Donc, on voit qu'on nous amène, on balade le grand public sur plein de pistes, d'accord. Et du coup, il est encore plus dur de savoir qui fait quoi. D'accord ?
Donc, en réponse à ces nouvelles accusations, mi-juin 2023, Zelensky affirme que l'Ukraine n'est pas impliquée dans le sabotage des gazoducs et ne croit pas que des Ukrainiens aient joué un rôle dans le sabotage, comme l'affirment plusieurs journaux occidentaux, selon lesquels le général Valéry Zalojny était en charge des opérations et Zelensky n'était pas au courant. Hein. Mars 2024, chez nous, on a France Info qui va publier un nouvel article relatif au sabotage des gazoducs. Il va reprendre en fait l'essentiel de la version du Washington Post et Der Spiegel, qui apporte un nouvel élément. Hein. Il estime que Roman Chervinsky, donc qui est l'officier supérieur des forces spéciales ukrainiennes désigné comme coordinateur de l'opération par les deux médias, ne pouvait être responsable de cette action, car il gérait alors un autre dossier délicat, la défection d'un pilote russe et de son avion. Hein, une mission qui se soldera malheureusement par un échec. Donc, ça serait donc Valéry Zalojny, commandant des chefs des forces armées ukrainiennes, aujourd'hui ambassadeur au Royaume-Uni, qui serait le commanditaire du sabotage, car il était, de par sa fonction, le patron des forces spéciales navales, soupçonné d'avoir réalisé cette opération. Zalojny, cependant, a toujours démenti son implication, tout comme Volodymyr Zelensky. D'accord. Et puis peut-être qu'on l'a envoyé ensuite, en Angleterre, pour le remercier. Voilà. Et puis maintenant, il est ambassadeur au Royaume-Uni, donc vous voyez, on est dans le flou, on est dans le brouillard de la guerre. Ça dépend comment on dit. D'accord. Donc au final, Hersh estime que la diffusion de cette version du sabotage par Washington a pour but de nier toute implication de sa part, déni plausible. Selon lui, début mars, après une visite du chancelier allemand Scholz à Washington, on a à la fois les services de renseignement américains CIA et allemands BND qui ont décidé de fournir au New York Times et à Die Zeit de fausses informations pour contrer la version selon laquelle les Américains et les Norvégiens étaient responsables de la destruction des gazoducs. Encore une fois, missile informationnel, pas de fumée, sans feu. Encore une fois, différents scénarios qu'on peut établir à partir de là. La vérité, moi je l'ai pas, toi tu l'as pas, c'est peut-être certains l'ont, comme je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos. En réalité, le sabotage n'est pas lié à la guerre en Ukraine, mais s'inscrit au contraire dans une stratégie bien plus grande. Des néocons, des faucons, des néoconservateurs pour affaiblir à la fois l'Allemagne et son industrie et la brouiller avec Moscou. D'accord. La crainte de la Maison-Blanche était que Poutine mette l'Allemagne sous sa coupe et qu'il s'attaque ensuite à la Pologne. Donc les enquêtes et leurs résultats. Dans les jours qui suivirent, la destruction des gazoducs poussa les autorités allemandes, danoises, suédoises à mener une enquête, naturellement. Stockholm et Copenhague ont toutes les raisons de vouloir savoir ce qui s'est passé à proximité de leur côte. Et Berlin, victime directe du sabotage, déclare qu'elle collabora naturellement à l'enquête. 7 octobre 2022, un premier rapport réalisé par la Suède et le Danemark révèle que l'intensité des explosions sous-marines a nécessité des centaines de kilos de TNT et que tout indiquait que ces explosions sont la conséquence d'un acte délibéré. Je pense aussi, mais 3 jours plus tard, la SAPO, donc ça c'est le service de sécurité suédois, qui refuse de partager les résultats de son enquête. Ça commence à devenir trouble et pour finir, mi-octobre, a cessé sa coopération avec l'Allemagne, ce qui est pour le moins étonnant. D'accord. Donc, retour de flamme, où on peut se poser des questions légitimes. Pourquoi ne pas avoir livré les résultats à l'enquête? Pour sa part, le gouvernement allemand annonce une grande partie de ses conclusions seront classées confidentielles. Encore une fois, ça peut poser la question de quelle est la nature de ces conclusions et pourquoi elles seront par la suite classées confidentielles. Encore une fois, pas de fumée sans feu. Bon, le 21 avril 2023, à la demande de Moscou, on a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui va se tenir à New York sur le sujet. On a le représentant permanent de la Russie, Nebenzia Vassili, qui déclare à cette occasion les investigations menées par les pays scandinaves et l'Allemagne ne sont pas seulement opaques, mais il est bien évident qu'ils ne visent qu'à brouiller les pistes et protéger le grand frère américain. Nous n'y sommes pas admis et toutes nos demandes sont ignorées avec arrogance. Alors, c'est le narratif naturellement russe. Je ne prends pas parti, mais il a raison. Il rappelle également que la Russie a réclamé une enquête indépendante sur ce sujet auprès de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU, et a envoyé des notes aux ambassades d'Allemagne, de Danemark, du Norvège, de Suède, des États-Unis, et tout ça, en fait, en vain, pour rien. Donc les États-Unis opposent leur veto
aux tentatives de Moscou d'obtenir une enquête indépendante des Nations Unies sur le sabotage. Et vous avez bien compris que si vous vous mettez à la place des Russes, là c'est moi qui parle, pas l'auteur, bah vous pouvez comprendre que ça les énerve, quoi, et qu'on a un petit peu l'impression de les prendre pour des cons. Donc, le 27 mars 2023, la Russie et la Chine, soutenues par le Brésil, la Biélorussie, le Venezuela, la Corée du Nord, le Nicaragua, la Syrie, l'Érythrée, d'accord, présentent de nouveau une résolution réclamant une enquête internationale sur cet événement. Mais en raison de l'abstention de 12 pays, on a l'Albanie, le Royaume-Uni, le Gabon, le Ghana, Malte, le Mozambique, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, la Suisse, l'Équateur et enfin le Japon. Donc, conséquence, la résolution n'est pas adoptée. 19 juillet 2023. La représentation officielle du ministère russe des Affaires étrangères, on a Maria Zakharova qui annonce que les autorités allemandes, danoises, suédoises ont finalement rejeté la proposition de Fédération de la Russie de créer un groupe d'enquête sur Nord Stream. Ça va faire qu'attiser les flammes. 27 février, cette fois-ci, 20 jours plus tard, c'est au tour du Danemark de clore à son tour l'enquête, la police danoise estimant ne pas avoir des bases solides nécessaires pour déclencher une instruction criminelle, reconnaissant cependant que sur la base de l'enquête, les autorités peuvent conclure que le sabotage des gazoducs était intentionnel. Bon, en même temps, il y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre. L'enquête est toujours en cours en Allemagne. États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, Ukraine ont été à leur tour, tour à tour accusés de sabotage. Mais au final, en dépit des moyens de surveillance d'enquête qui ont été déployés, nul ne sait donc qui est responsable de cette opération. C'est pourquoi il convient d'en revenir au contexte. La Russie n'y avait aucun intérêt. L'Ukraine n'en avait pas les moyens. Et les États-Unis sont les seuls qui ont tiré un bénéfice politique, économique avec la Norvège à moindre degré. De plus, les informations recueillies par Hersh apparaissent comme particulièrement plausibles. Enfin, le fait que les pays membres de l'OTAN aient mis un terme aussi rapidement à leurs investigations ou aient décidé d'en garder les résultats secrets tend à accréditer la responsabilité américaine. Et là, il n'y a pas besoin d'être devin non plus. Tout conduit donc à confirmer que la CIA a bien organisé cette opération et qu'elle s'est ensuite attachée à brouiller les pistes face aux révélations du fin limier, qui est Hersh. Et pour Biden et son administration, encore une fois, qu'ils ne soient pas identifiés comme les commanditaires, puisque ça aurait entaché la campagne présidentielle. Et vous savez que les élections arrivaient peu après, d'accord ? Donc il ne fallait pas que ça se sache. Le 26 avril 2024, 18 mois après le sabotage des gazoducs, le Conseil de sécurité s'est de nouveau réuni à la demande de la Fédération de Russie et qui a fait état de preuves accusant Washington d'avoir mené cet acte criminel scandaleux, ça c'est le narratif russe, dans le but de consolider sa domination sur l'Europe. Une hypothèse soutenue par deux intervenants. On a Dirk Pollmann, qui est journaliste documentaire allemand, et on a Jimmy Dore, qui est un commentateur politique américain. Les deux hommes ont assuré que de nouvelles preuves, notamment techniques, démontrent que ce sabotage ne pouvait pas avoir été perpétré sans équipement militaire. À leurs yeux, une telle opération nécessite des plongeurs professionnels ou militaires, une chambre de décompression. Je vous ai dit, il y a des cloches, des habitats, comme on les appelle, et on va les mettre sous l'eau. D'accord ? Ça va permettre de gérer les paliers de décompression. Mais c'est pas mon métier. Mais je m'intéresse à tous les sujets, vous le savez. Et il faut une putain de quantité d'explosifs. D'accord ? On a Norsar. Norsar, je crois qu'on leur a coupé de la fibre optique. C'était un bateau chinois il y a pas longtemps. Mais je peux me tromper. D'accord ? Tout ça vient à peu près en même temps. Mais la station sismologique norvégienne Norsar, qui gère donc toute la Kint côté nord, d'accord ? Et voilà, on a une magnitude de 2,1, 2,3, d'accord, sur l'échelle de Richter, enregistrée lors de l'explosion. Donc à partir de là, on sait qu'à peu près, magnitude de 2,1 sur l'échelle de Richter, ça correspond à 650 kg d'explosifs. Et 2,3, c'est plutôt 900 kg de TNT. Donc on est quasiment à 1 tonne de TNT. D'accord ? Ça fait beaucoup de pain de C4, mais je suis pas expert. À leurs yeux, il est techniquement impossible de réaliser une telle opération depuis un petit voilier. Si, chargé juste ras la gueule. Et les navires américains US Kearsarge, Gunson Hall étaient tous les deux capables de transporter un sous-marin de poche qui aurait servi à l'installation d'explosifs à une telle profondeur. Je t'ai parlé de ces mini sous-marins de poche des Navy Seals, mais je peux me tromper. Le lendemain,
Larry Johnson, un ancien analyste de la CIA, a accusé lors d'une intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU son propre pays d'être impliqué dans cet acte de guerre contre la Russie et l'Allemagne. Il a expliqué qu'au cours de son passage à la CIA, dans les années 80, il avait acquis une compréhension de la façon dont les actions secrètes étaient planifiées et exécutées. On lui passe un petit coucou. Selon lui, l'enquête menée par Seymour Hersh sur le gazoduc est conforme aux connaissances qu'il a acquises sur le fonctionnement de l'agence. Ah bah voilà, ça me rassure. 5. Est-ce qu'on peut vraiment croire que la CIA et la communauté américaine du renseignement disent la vérité? Très très bonne question. Alors, grâce à l'auteur, on va revenir sur des choses qui se sont passées. On va parler des révolutions de velours en RDA, en Bulgarie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie en 1989, le renversement de Milosevic en Serbie dans les années 2000, la révolution des roses en Géorgie 2003, révolution orange en Ukraine 2004, les printemps arabes, d'accord, 2011, qui illustrent les succès de cette nouvelle forme d'action politique du gouvernement américain développée depuis la fin de la guerre froide, qui va combiner à la fois différents acteurs nationaux, CIA, départements d'État, fondations, ONG, d'accord, qui vont être aussi des sociétés écrans pour certaines officines du renseignement, mais j'en dirai pas plus, c'est pas mon métier, et tirer parti de l'entrée de nos sociétés dans l'ère de l'information. La révolution de Maïdan en 2014, c'est peut-être le point d'orgue, l'apogée. Elle marque aussi le début de certaines limites opérationnelles de ce mode d'action et la prise de conscience que cette méthode peut aussi se retourner contre les États-Unis. En effet, à partir de 2014, l'outil commence à échapper à ses concepteurs. On a libéré la bête et des fois, ça devient compliqué. La liberté d'expression prônée par Washington et les instruments développés pour assurer le succès de sa politique permettent en effet aux habitants de Crimée, de choisir leur attachement à la Russie, puis le Brexit en 2020, qui n'est aucunement souhaité par les élites américaines et britanniques, les a à nouveau pris de court, car un mouvement populaire de fond, qu'elles ne contrôlent pas, peut en effet mettre leur stratégie en échec. Alors on a les meilleurs spin doctors, ils vont vous laver le cerveau, et c'est leur métier. On appelle ça des spin doctors, et je vous redirige vers le livre Propaganda de Edouard Bernays, d'accord? Et puis avant, je vous ai cité Gustave Le Bon, Psychologie des foules, d'accord? Mais ça fait un moment qu'on s'intéresse à tout ça, enfin, certaines personnes s'intéressent à tout ça. Donc, les spin doctors américains, ils sont perçus qu'à partir du milieu des années 2010. Les médias sociaux ont commencé à dépasser les médias traditionnels en termes d'impact sur l'opinion. Et on voit, là c'est moi qui parle, le net recul de la presse papier. Il y a 30 ans et aujourd'hui. D'accord ? En moins de 25 ans, Internet a bouleversé à la fois ce que les gens pensent, en bien ou en mal, mais aussi ce contrôle médiatique qui, traditionnellement, est dirigé par l'État. Et malheureusement, certaines presses, certains journalistes et certains gouvernements se rendent compte qu'ils sont en train de perdre aussi cette arme qui permettait de formater aussi les esprits. Là, c'est moi qui parle. Des mouvements indépendants ou des groupes dissidents qui ont acquis des followers, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On bloque leur chaîne, on envoie les services de renseignement s'intéresser à eux. Coucou! Ou qu'est-ce qu'on fait? On les shadowban, comme Saltimbanque sur YouTube. C'est quand même plus simple, d'accord? Alors, tout ça, ça fait une caisse de résonance, d'écho. Et Washington se dit, on a commencé à se battre et à lutter contre justement cette influence soviétique pendant la guerre froide. Mais là, on voit que nos propres outils peuvent se retourner contre nous. Et justement, combattre l'influence américaine. Donc on a donné des armes qui se retournent contre nous. On a créé des monstres, on a financé certains groupes terroristes qui se retournent contre nous. Là, c'est moi qui parle. Lorsqu'ils ont pris conscience de tout ça, ils ont provoqué une crise massive chez eux qui était chargée de conduire les actions d'influence politique, car ils s'appuyaient jusqu'alors principalement sur les médias américains, lesquels étaient ensuite repris par les médias étrangers. Ils ont contribué à créer, avec lesquels il y avait parfois des relations occultes qui étaient entretenues au nom de la sécurité nationale. Il va vous en parler l'auteur, mais je vais vous en parler avant. Je vous l'ai toujours dit, l'opération Mockingbird aux États-Unis. Il aura fallu donc réagir rapidement afin de ne pas perdre le contrôle de la situation.
hein, COINTELPRO, hein, opération de contre-intelligence du FBI sur son sol pendant la guerre froide, d'accord, avec tous les mouvements dissidents, parfois poussés, mesures actives du KGB, d'accord, ça c'est un autre problème, et opération chaos de la CIA qui dit bah non, nous on est les gentils, on est des gars bien, hein, on fomente des coups d'État, on déstabilise la moitié de la terre entière, on est des gars bien, hein, et puis des fois bah on s'occupe des gens chez nous, des Américains, opération chaos, d'accord, allez creuser, hein. Mais je pense que vos profs d'histoire et tout ça, on vous a expliqué tout ça. Vous avez fait des études, vous n'êtes pas un crétin inculte et analphabète comme saltimbanque. J'espère. Donc l'industrie de la surveillance, du mensonge et de la censure. Tiens, intéressant. La logique est donc inversée par les stratèges en communication d'influence des États-Unis et de l'OTAN. L'outil offensif s'est progressivement transformé en arme défensive. La censure d'Internet est alors devenue une priorité afin de contrer la propagande russe et les courants politiques populistes les plus souvent situés à l'extrême droite, parfois à l'extrême gauche aussi. D'accord ? Et tous ceux qui s'opposent à la stratégie et aux intérêts de Washington. Et ça mainmise sur l'Europe. Il ne faut surtout pas critiquer l'Europe. Les Américains ont alors décidé, mais trop tard, de censurer les groupes pro-Brexit ou qui remettaient en cause l'unité de l'Europe. On l'a vu. De toute façon, ils sont tous targués d'être complotistes, plaidant pour l'accroissement des approvisionnements énergétiques russes à bas prix. D'accord ? Donc, encore une fois, la désagrégation de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est leur plus grande peur. Donc, il faut contrôler le narratif et ça se fait via le champ informationnel et c'est pas très compliqué dans notre pays. Je vous rappellerai qu'il y a 7 personnes qui contrôlent le PAF, le paysage audiovisuel français. Et je vous ai expliqué que dans nos belles démocraties occidentales, on a 3 agences, d'accord, qui vous donnent l'information. Et puis, Associated Press, on a l'AFP française, Agence France Presse, et on a Reuters. Voilà. 3 agences qui vous donnent de l'information. Est-ce que l'information est contrôlée, centralisée ? Tout à fait, tout à fait. Donc, pas besoin de vivre en Russie. Donc, ça, toujours garder un œil critique, pas être trop formaté, c'est aussi la meilleure qualité de l'analyste, c'est se poser aussi des questions sur son propre camp. Donc, l'appareil de guerre politique utilisé pendant la guerre froide, puis son insu, 1991-2014, pour asseoir la domination américaine, d'accord, qui va être redéployée et essayer d'améliorer le narratif, les opinions dites occidentales. Dès lors, il y a des aspirations démocratiques des peuples qui vont être combattues au nom de la préservation de la démocratie et de la lutte contre la désinformation. Tout le narratif qui est poussé ces 20 dernières années, de toute façon, cette dernière est représentée comme la principale menace contre la première. Un exemple est donné par le débat public à l'approche des élections européennes de juin 2024. Les élites au pouvoir dans tous les pays de l'Union particulièrement proches, et si ce n'est un féodé même, à Washington, on leur fait un petit coucou, cherche à convaincre par tous les moyens que les populations européennes, à toutes les populations européennes, que la Russie s'apprête à envahir leur pays. Tout cela dans le but d'éviter un raz-de-marée électoral de partis dits populistes à Bruxelles, qui pourrait même remettre en cause leur légitimité et la politique actuelle de l'Union européenne, qui est favorable aux intérêts américains. D'accord ? Ainsi, on a une véritable industrie de la censure et de la propagande qui s'est progressivement mise en place aux États-Unis, d'accord ? Et chez nous, s'appuyant sur les médias sociaux traditionnels, repris en main, des ONG dites de promotion de la démocratie, les GAFAM, je vous ai parlé quoi ? Allez voir les Twitter Leaks, d'accord ? Ou le Twittergate. On avait quoi ? On avait des cellules de la FBI et de la CIA qui œuvraient au sein de Twitter. Ils mangeaient même avec les employés de Twitter avant que ça soit repris par Elon Musk. Intéressant tout ça, non ? Les services de renseignement, divers organismes gouvernementaux, d'accord, et l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va permettre de scanner et de supprimer des dizaines de millions de tweets et de courriels n'allant pas dans le sens souhaité, d'accord, des armées de fact-checkers, sans aucune légitimité, et puis nos amis zététiciens qui ont été mis en place pour discréditer les informations dérangeantes, et on l'a vu pendant le Covid, et je crois que certains journaux allemands et d'autres ont fait leur mea culpa en disant qu'ils avaient désinformé le grand public pendant le Covid. Il y a encore des gens courageux
Ça me rassure. Parallèlement, des véritables lois de censure ont été votées au nom de la préservation de la démocratie, ainsi critiquer les institutions américaines sur Internet ou mettre en doute la transparence du scrutin présidentiel de 2020 est dorénavant considéré outre-Atlantique comme une cyberattaque. Un petit peu peur, hein. Demain, tu vas devenir un terroriste, t'es hacker, bah tu vas devenir terroriste. Bah quoi, on aura peut-être le pouvoir de t'éliminer, hein, qui sait. Bah même si t'es ressortissant français, hein. Ah ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est propre, on aime ça, nous. À partir de 2017, les opérations se sont inspirées de cette démarche, d'accord. Elles ont cédé aux injonctions de Washington et à leur tour promulgué les lois similaires au nom de la protection de la démocratie contre les ingérences étrangères. D'accord. Mais nous, on est des gens bien. C'est tout le temps l'autre. Hein. Mais ça, je te l'avais expliqué. Ce manichéisme, j'adore. Hein. Comme certains qui m'expliquaient que la Russie allait être défaite en moins de 6 mois. Hein. C'était quoi, il y a 2 ans sur mon Discord? Vous me faites beaucoup de pitié, les gars. Surtout que certains de vous faites partie de l'armée. Mais c'est un autre problème. Donc, l'espionnage des ordinateurs du Congrès. La censure va plus loin. Fin mars 2014, la commission du renseignement du Sénat s'apprête à rendre public un rapport qui conclut que la CIA a trompé le gouvernement et le public américain de 2002 à 2009 quant aux justifications et aux résultats de son programme d'interrogatoire coercitif des détenus accusés de terrorisme. Camp X-Ray Guantanamo, je crois que je t'en avais parlé. Dissimulation de preuves, dissimulation de méthodes employées à caractère brutal. Exagération de l'importance des complots, des prisonniers. D'accord. Présentation des renseignements obtenus dans d'autres opérations comme étant obtenus lors d'interrogatoires de prisonniers. Bref, manipulation de A à Z. D'accord. Couvert en plus. Et le pire pour une démocratie, parce qu'il faut quand même vous réveiller un petit peu pour les fonds, au fond de la classe là qui dorment. On va vous sortir un petit peu de votre torpeur intellectuelle. Là, c'est pas moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est pas l'auteur. Quoi? On légifère sur la torture. On banalise. D'accord. La torture devient normale. Normale. Encore une fois, pour une démocratie. Je vous laisserai méditer. D'accord. En tant que citoyen éclairé. Tout ça. Pendant ces 7 années, la CIA n'a cessé de prétendre vis-à-vis des autorités, notamment du DOJ, le département of Justice, que son programme d'interrogatoire donnait des résultats extraordinaires, permettant de déjouer des complots terroristes et de sauver des milliers de vies. Ah ouais, mais c'est Jacques Bauer, là, 24 minutes chrono. Donc, plus sérieusement, en réalité, ces interrogatoires fondés sur des techniques inhumaines, inacceptables pour une démocratie, n'ont donné que très peu de résultats, si ce n'est aucun. Le rapport du Sénat s'apprêtait donc à révéler des informations accablantes sur les réseaux de prisons secrètes de l'agence, démantelés par Barack Obama en 2009. D'accord, les fameux black sites et ces méthodes d'interrogatoire qui allaient au-delà des techniques autorisées, du waterboarding, tout ça, c'est très sympathique, ça, donc lequel était déjà fort discutable. Tu m'étonnes. Et puis en plus, si on doit revenir aux Français, vous savez qu'on a pratiqué la torture pendant un certain temps, d'accord. Et vous savez que ça apporte rien de bon. Rien de bon. En tout cas, il y a des gens qui se sont posé la question, d'autres qui ont dit que c'était nécessaire, et qui ont fondé des partis ensuite en France. On citera pas de nom, mais ouais, il y a des gens qui se sont dit la torture, ouais. Tu peux faire avouer tout et n'importe quoi, sous la torture. Mais ça, on n'a pas besoin d'attendre l'Algérie française, d'accord. Ou quoi. Ou l'Indochine. On le savait déjà à l'Inquisition, il y a quelques siècles. Pressentant probablement les conclusions dévastatrices de ce que pourrait avoir pour elle, ce rapport parlementaire, la CIA a décidé d'espionner la commission d'enquête chargée de contrôler ses activités, notamment en piratant les ordinateurs qu'elle avait fournis à la commission, afin de lui permettre de passer en revue plus de 10 millions de documents confidentiels dans le cadre de son enquête. Encore une fois, pour une démocratie, les États-Unis sont la plus grande démocratie, posez-vous des questions légitimes. Parce que c'est facile de critiquer les autres aussi, mais voyez un petit peu ce qui se passe chez vous et chez certains de nos, partenaires. En réaction,
La présidente de la commission, Dianne Feinstein, alors qu'elle était habituellement l'un des plus ardents défenseurs des services de renseignement, la sénatrice n'a pas hésité à accuser l'agence d'avoir espionné la commission, d'avoir infiltré ses ordinateurs de manière à éliminer les documents relatifs au programme d'interrogatoire musclé par la CIA depuis les attentats du 11 septembre 2001. D'accord? De toute façon, tout a commencé le 11 septembre 2001. Hein, je sais qu'il y a des gens qui comprendront. À ses yeux, dans cette affaire, l'agence a violé non seulement la loi, un décret présidentiel, mais aussi la Constitution des États-Unis, en bafouant la séparation des pouvoirs. Ah bah merde, c'est pas chez nous qu'on verrait ça. Hein. De plus, elle accuse d'avoir fait disparaître certains documents embarrassants pour le gouvernement avant l'élection de Barack Obama. Ben non, Barack Obama, prix Nobel de la paix hein, et des frappes de drones. Donc, le directeur de la CIA, John Brennan, a bien sûr démenti que son agence ait piraté des ordinateurs de la commission sénatoriale avant de finir par le reconnaître quelques mois plus tard. Donc, vous voyez, politique extérieure, politique intérieure, manipulation, jeu de dupe hein, avec la CIA, c'est tout le temps comme ça. Hein. C'est leur métier. Donc, le chef du Sénat, hein, Harry Reid, qui a soutenu la présidente de la commission du renseignement, qui a ordonné une enquête. Elle a appelé à une violation indéfendable de la Constitution, mais aussi de la loi. Il semblerait que l'agence ait également tenté d'intimider ses contrôleurs en les soumettant à une enquête criminelle. Il y a des gens du FBI, de la CIA, hein, qui on va leur passer un savon. Ils vont finir en prison. On va leur retirer toutes leurs accréditations, hein, parce qu'ils parlaient un peu trop. Donc, John Brennan a été maintenu à la tête de la CIA par Barack Obama, ce dernier déclarant qu'il gardait toute sa confiance hein, en directeur de l'agence. Ensuite, on va parler un petit peu du Russia Gate, et de la déstabilisation de Trump.